Quand on fait un choix de techno ou d'implémentation, nous essayons de toujours avoir une idée du bagage technique qui vient avec celui-ci. Les risques de dette technique, les effets de bord, l'impact sur la maintenabilité et l'équilibre toujours précaire de systèmes toujours plus complexes. Pourtant, dans ce bagage n'est que très rarement pris en compte le sac à dos écologique. Mais alors, comment mesurer ces impacts ? Peut-on vraiment tout prendre en compte ? Et surtout, peut-on vider un peu son sac ? Pour répondre à ces questions de bagages, je ne reçois pas Marie Poppins, mais elle s'y connaît en sac plus rempli qu'il n'y paraît. Marie, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Marie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Donc bonjour, je suis Marie, je suis en charge du numérique responsable à Vinci et mon objectif c'est d'accompagner en fait les DSI, d'accompagner toute personne qui veut contribuer en fait à réduire l'impact environnemental de notre système d'information. Okay. Quand tu dis les DSI, c'est parce que oui, il y a beaucoup de DSI au sein du groupe Vinci ? Oui, alors c'est un groupe assez décentralisé. Moi, je suis à la holding et je travaille avec les représentants et ce qu'on appelle les référents Green IT dans les différents pôles. Et en fait, on travaille ensemble. On a ce qu'on appelle un comité de projet. On a un référent Green IT par pôle et on élabore la politique numérique responsable du groupe. Ok. Dans la formulation que tu as choisie aussi, c'est que tu dis que tu accompagnes les DSI qui souhaitent avoir une approche un peu plus éco-responsable. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas encore une capacité pour toi ou pour ton équipe d'imposer des choix à l'ensemble des DSI du groupe et que du coup c'est que sur une démarche volontariste aujourd'hui ? Alors, on n'impose pas, enfin, de par notre organisation, en fait, on fait des préconisations. Et en fait, en fonction de, en fonction des métiers de chaque entreprise du groupe, on adopte ce qui nous permet d'être plus efficace. Je donne un exemple simple. On a des pôles qui n'ont, par exemple, pas de data center chez eux. Il y en a d'autres qui sont plutôt dans le cloud. Donc, même si on fait une recommandation, on ne va pas l'appliquer de la même manière dans les deux pôles. Mais on a un objectif commun qui est de réduire notre impact et on essaye de suivre ça. Enfin, on a une feuille de route commune, mais chacun la décline en fonction de... on va dire, de sa structure, de la composition de son pôle et des entreprises de chaque pôle. Ok. Il y a des objectifs assez ambitieux qui ont été fixés par le groupe Vinci là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, il y a des objectifs globaux sur la réduction d'impact environnemental. Nous, on essaye de s'aligner en fait à ces objectifs-là. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, toi, tu interviens uniquement sur des sujets IT, tech, et pas sur d'autres sujets que le groupe Vinci pourrait t'amener à... Oui, aujourd'hui, mon périmètre est sur l'IT. Je suis arrivée chez Vinci en juillet 2022. Donc, ça va faire à peu près 1 an et demi. Et voilà, l'idée, c'est de commencer à mettre en place en fait, une gouvernance autour du numérique responsable, identifier les acteurs, de faire une feuille de route, d'élaborer une feuille de route et de travailler avec tous les pôles pour la dérouler, en fait. Et l'objectif principal, la première étape était de travailler sur l'IT directement, mais on n'oublie pas, on a dans le viseur d'intégrer en fait des sujets IT for Green, en fait, ce qu'on appelle l'IT for Green, c'est comment on aide les métiers à travers, via le numérique à réduire leur impact, par exemple sur les chantiers, sur les autoroutes, etc. Mais c'est un autre palier. Oui, c'est intéressant parce que, alors moi c'est mon travers un petit peu de dev.
c'est que j'ai tendance à considérer que du dev, on peut en faire dans tous les domaines, on peut en faire partout, et que c'est presque la solution à tous les problèmes. C'est-à-dire qu'on peut effectivement développer des solutions qui vont nous permettre de gérer plein de trucs. Et que du coup, effectivement, on pourrait être plus green avec des outils IT mieux conçus qui nous aident à avoir un ensemble d'indicateurs et qui nous permettent de mesurer, d'agir sur un ensemble de choses. Mais du coup, cette logique, cette distinction que je trouve intéressante de Green IT et de IT for Green, est-ce que pour toi, c'est nécessaire d'abord de tacler les sujets de Green IT, donc s'assurer que la tech ait moins d'impact sur les écosystèmes, ou est-ce qu'il vaut mieux s'atteler en fait, à ce que l'IT peut apporter à tous les autres environnements pour limiter l'impact des autres? Alors, ça dépend. Alors, il y a beaucoup de ça dépend quand on parle du numérique responsable, parce que, en fait, moi, je pense que s'attaquer à l'IT permet d'aller, comment dire, sur des quick wins. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on sait très bien, qu'on sait plus ou moins bien mesurer aujourd'hui. Si on veut réduire l'impact de nos ordinateurs, on le garde un peu plus longtemps, et ça permet d'être un peu performant sur ce sujet-là. Et c'est un peu le sujet commun à Vinci, c'est-à-dire que tous les pôles ont des ordinateurs. Si on s'attaque à l'IT for Green, on a des métiers différents entre autoroute, immobilier, énergie. Donc je suis juste allée vers le plus facile et le plus simple, en fait. Et ça permet d'avoir des résultats. Et du coup, ça permet de lancer la démarche et de permettre à tous les collaborateurs de mieux connaître le sujet par un prisme qui est commun à tout le monde, qui est le PC, le téléphone, l'application, etc. Avant d'aller sur d'autres sujets. Après, j'ai pas forcément la légitimité parce que je fais pas partie de ces pôles-là, mais l'idée c'est de travailler ensemble parce qu'on pourra trouver des sujets communs, mais ça viendra en deuxième étape. Aujourd'hui, j'ai pas les outils, on n'a pas encore lancé la réflexion. J'ai essayé de commencer par le plus simple. Ouais. Alors, j'entends le côté plus simple, mais il y a aussi l'inconvénient que c'est ce qui va générer, on va dire, le plus de contrition de la part des utilisateurs, parce que l'utilisateur, il est content d'avoir un nouvel ordinateur tous les 2 ans, d'avoir un nouveau téléphone tous les 2 ans, et là tu lui dis, non, maintenant l'ordinateur ça va être tous les 5 ans, le téléphone c'est tous les peut-être 3 ans, ou peut-être 4, je sais pas. Donc ça crée une frustration chez l'utilisateur, alors que indirectement, si tu dis à quelqu'un, ton projet, on va changer la façon dont il travaille, parce que voilà un nouveau logiciel qui te permet d'avoir tel type d'indicateur et compagnie, tu retrouves la nouveauté, un petit peu de te dire ouais, j'ai un nouvel outil, j'ai de nouvelles stages, je peux faire des nouveaux trucs, alors qu'en fait tu crées de la contrainte aussi sur le déroulé du projet. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une mécanique qui est différente dans le... Oui, alors je suis pas sûre que quand on propose un nouveau et une nouvelle version à des collaborateurs en disant... il y a toujours une résistance au changement et il faut toujours accompagner le changement dans l'entreprise. Et c'est par ça qu'on a commencé, parce qu'on a fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation, on a fait beaucoup de masterclass pour expliquer la notion du sac à dos écologique, pourquoi l'IT pollue, parce que c'est vrai que dans la tête des gens, l'IT c'est ce grand nuage, cette chose immatérielle où derrière notre ordi, on a un dossier mais on ne le touche pas, enfin moins de l'imprimer, on a un fichier mais on ne le touche pas, il est donc il n'existe pas, donc il n'a pas, on n'a pas cette notion de matérialité auprès d'un collaborateur lambda, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire justement des sessions pour leur dire attention, dans le cloud, vous mettez vos données dans le cloud, mais c'est un autre, vous déplacez en fait l'impact environnemental, parce que vous avez des serveurs qui tournent à l'extérieur, qui ont besoin de matières premières pour être fabriqués, besoin de transport pour être acheminés jusqu'à leur emplacement, et besoin d'énergie pour être alimentés. Et en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Donc, et là, ah ouais, tout ça, on n'y pense pas, mais oui, on n'y pense pas parce qu'on ne le voit pas. Et l'objectif de tout ce process de changement, c'est de montrer, c'est d'ouvrir les yeux pour qu'il y ait cette prise de conscience pour... quand on arrive à dire à un collaborateur, tenez, on vous donne un smartphone reconditionné, qu'ils comprennent pourquoi. Et c'est important parce que si le collaborateur ne comprend pas pourquoi on fait ça, il ne va pas adhérer à cette politique et ça ne va pas avancer dans le bon sens.
Alors du coup, cette mécanique de conduite du changement, donc qui passe par, de ce que j'entends, par du training, de la formation et Oui. de la découverte, est-ce qu'en 2023, 2024, il y a encore de la friction, de la résistance, ou est-ce qu'on est quand même sur des sujets où aujourd'hui les gens sont à peu près alignés ou au fait du sujet? Ça s'est Euh, passé comment? Pas tous, en fait. Après, nous sommes aussi un grand groupe, on est partout dans le monde. Euh, on commence, on va dire, par les plus proches, enfin, ceux qui sont dans les mêmes entités, et on essaye de les informer. Après, leurs questions sont légitimes et ça nous aide à avancer. Parce que quand on évoque le sujet de l'éco-conception et quand je dis ça serait bien qu'on travaille ensemble sur l'éco-conception, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que je gagne en termes de CO2? Est-ce que tu sais le quantifier? Aujourd'hui, je ne sais pas le quantifier. Aujourd'hui, je ne sais pas quantifier quand on a ou même quand on achète un logiciel. Quand on a un logiciel en SaaS, on ne sait pas quantifier son impact environnemental. On ne sait pas que si il était conçu de telle façon, est-ce que ça va changer? Enfin, qu'est-ce qui va changer? Alors, on sait que, il y a du bon sens, mais de là à le quantifier, moi aujourd'hui, je ne sais pas le faire et j'ai posé la question à des experts et j'ai eu les mêmes réponses. Ouais. Avant de creuser ce sujet, du coup, effectivement, de comment est-ce qu'on peut quantifier l'impact d'un côté ou de l'autre, on a du coup évoqué très rapidement ce concept de sac à dos écologique. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes ou le principe général? D'accord. En fait, le sac à dos écologique, c'est un concept visuel qui permet de se rendre compte de l'impact environnemental d'un équipement. Alors, il s'applique à tout, pas forcément à l'IT. Mais l'idée, c'est de dire quelle est la taille du sac à dos écologique, d'un sac à dos qu'on peut imaginer avec plein de matières premières, d'un équipement. Je prends l'exemple d'un smartphone, par exemple. Donc, j'ai un smartphone qui fait 300 grammes à peu près. Il faut mobiliser 730 fois son poids pour le fabriquer. Et en fait, ça vient d'où? Tout simplement, ça vient de toute la matière première que je vais extraire, tous les métaux, les terres rares que je vais extraire pour fabriquer ce smartphone, pour fabriquer cette tablette. Et en fait, aujourd'hui, pour fabriquer une tablette, je donne des ordres de grandeur, ça reste approximatif. Une petite tablette, je dois extraire 33 grammes de cuivre. Et donc, pour avoir ces 33 grammes de cuivre, je dois déplacer 1 tonne de roche. Une tonne de roche, c'est une baleine, quoi. Donc, c'est énorme. Et la problématique, c'est que la concentration de ces terres rares et des métaux s'en baisse, ce qui fait qu'il faut, à chaque fois, pour extraire ces 33 grammes, je dois déplacer encore plus de terre. Et ce qui fait que le sac à dos écologique de nos équipements augmente de plus en plus. Sans parler, si je regarde l'exemple du smartphone, sans parler du fait que la vente des smartphones dans le monde a presque x10 entre 2007 et 2023. Donc, ça a été multiplié par 10. Donc, on imagine le nombre de sacs à dos écologiques qu'on va générer quand on fabrique ces smartphones. Et en fait, la problématique de l'extraction de matière, elle n'est pas uniquement écologique, elle est aussi sociale. Déjà, quand on extrait 1 tonne de roche, il faut la purifier. Pour la purifier, on utilise des produits chimiques. On utilise beaucoup d'eau. Avec tout le problème de stress hydrique qu'on a aujourd'hui dans le monde, donc ce qui fait que le problème est encore plus important. Et après, dans certaines mines, il y a des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes de travail illégal, et travail des enfants, etc. Donc l'impact, il n'est pas uniquement environnemental, il est aussi social. Ouais, parce que c'est aussi souvent des mines qui sont dans des pays qui n'ont pas forcément les mêmes droits du travail que ce qu'on peut avoir en Europe, où du coup des gens se retrouvent à travailler pour des salaires pas forcément très élevés, dans des conditions de travail pas forcément idéales, mais ils n'ont pas le choix en fait. Donc c'est ça aussi l'impact effectivement social. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que, tu vois, avec parce que déplacer 1 tonne de roche pour avoir 10 grammes de cuivre, mine de rien, ça représente un coût aussi pour une entreprise d'extraire cette tonne de roche, de la nettoyer pour juste récupérer ces 10 grammes. On pourrait dire qu'à un moment, ils vont essayer de trouver un moyen de récupérer
les 10 grammes de cuivre dans une tablette existante pour essayer de réduire. Aujourd'hui, ça coûte quand même encore moins cher de défoncer une tonne de déplacer un bloc colossal d'une montagne pour sortir 10 grammes de cuivre que de prendre une tablette existante pour en sortir ces 10 grammes de cuivre-là. Oui, alors c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on ne sait pas tout recycler dans nos équipements. Alors, ça s'améliore, mais c'est le coût pour, par exemple, dissocier le cuivre d'un autre métal. Donc, il faut aussi beaucoup de chaleur, il faut beaucoup de produits chimiques pour qu'il n'y ait pas de fusion de métaux, etc. Et donc, le coût de recyclage parfois est supérieur au coût d'extraction. Sauf que le recyclage, si on veut le faire correctement, on le fait en Europe, par exemple. Et donc ça, c'est avec le coût européen. Et ce qui fait que c'est toujours plus simple, entre guillemets, enfin moins cher, d'extraire ces métaux dans les mines habituelles. Mais ça commence à changer. Aujourd'hui, on a de plus en plus, on parle de plus en plus en fait du recyclage. Il y a des choses qu'on sait très bien recycler, notamment l'aluminium dans les coques d'ordinateurs, le verre. Il y a quelques métaux comme ça et des matières qu'on arrive à recycler facilement, mais ça va dans le bon sens. D'accord. Pour revenir du coup sur ta mission aujourd'hui chez Vinci, comment est-ce que ce concept de sac à dos écologique peut réussir à prendre vie, on va dire, dans un contexte de monde professionnel. En fait, pour essayer de clarifier un peu ma question, je ne sais pas si je vais la clarifier d'ailleurs, mais en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on a fait le compilé. On évoquait cette notion de compensation ou de comparaison. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'effectivement, payer un nouveau téléphone, un nouveau ordinateur, un collaborateur, une collaboratrice, ça va pas forcément... Enfin, ça va avoir un impact écologique parce qu'il y a le sac à dos qui est associé. Mais en même temps, on peut se dire qu'avec un nouvel appareil, ce collaborateur ou cette collaboratrice pourra peut-être plus facilement télétravailler et donc peut-être moins prendre sa voiture pour venir bosser et donc réduire d'un certain côté l'impact écologique parce que du coup, il y a moins de transport, être plus productif et donc peut-être aussi dépenser moins d'énergie sur d'autres. Mais en fait, tu vois, on peut... tu vois, ce sujet de sac à dos, en fait, on peut, entre guillemets, l'alléger ou le vider en se disant, en fait, il y a des compensations avec d'autres trucs. Et dans le milieu professionnel, on fait beaucoup ça, quand même, cette histoire-là. Alors, nous, ce sac à dos écologique, on essaye de le vider en allongeant la durée de vie de nos équipements. On garde nos PC plus longtemps que la moyenne française, donc ça permet de dire qu'en fait l'impact carbone d'un ordinateur est calculé généralement sur 3 ans. Donc quand on dit qu'un ordinateur en moyenne, je dis 300 kg CO2, c'est un exemple, 300 kg CO2, pour simplifier, sur 3 ans, c'est 100 kg par an. Si je le garde 6 ans, par exemple, mon impact sur l'année, il est de 50. Et donc, au lieu d'avoir mes 300 kilos sur 3 ans, moi, je les ai sur 6 ans. Ce qui fait que j'ai divisé, c'est pour simplifier, c'est divisé par 2, mon impact carbone. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, de la même façon, avoir un smartphone reconditionné permet aussi de réduire, alors ça dépend il est reconditionné, il avait quel âge, quand je l'ai acheté, ça permet de réduire son impact de 30%, 40%, et c'est toujours ça de gagner sur l'échelle de Vinci, 260 000 collaborateurs à peu près. On fait de belles économies. Est-ce que... parce que, tu vois, si je prends une vision très comptable des choses, quand j'achète un ordinateur avec mon entreprise, mon comptable, en fait, pareil, il amortit le coût de l'ordinateur sur 3 ans. Mais il n'empêche que le jour où moi j'ai fait l'achat, Apple, il m'a demandé les 2 000 €. Je les ai sortis d'un coup. Ils sont plus sur mon compte en banque. Oui. Quand effectivement je prends un ordinateur et si je prends en compte cet achat, ce sac à dos écologique, les 300 kilos de CO2 qui ont été émis dans l'atmosphère lors de sa création, ils ont été émis en fait. Tu vois que je fais ce calcul d'amortissement. Oui. Ma question en fait, c'est est-ce que cet amortissement,
C'est cette logique d'amortissement que tu appliques en disant je fais que 50 kilos par an. Oui, mais en fait, les 300 kilos, ils ont quand même été émis 6 ans plus tôt. Oui. Parce qu'en fait, je suis désolé, ma question n'est pas claire. Je suis conscient qu'elle n'est pas claire. Je crois savoir ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, les kilos, ils ont été émis quoi qu'il arrive. Oui. Pour moi, il y a un phénomène d'espèce de réassurance, de se dire, bah ça va, je fais que 50 par an, sauf qu'en fait, ils ont été émis. Oui. Et en fait, on connaît la théorie de l'effet papillon, qui a été débunkée et compagnie, mais les 300 kilos de CO2, quand ils ont été émis en 2020 dans l'atmosphère, ils ont eu tout un tas d'impacts sur les 3 ans, et ils auront aussi tout un impact sur les 6 ans. Et ça, on n'arrive pas à le prendre en compte, en fait, dans ce... Alors, si tu sortais 50 kilos par an pendant 6 ans, ça n'aurait pas le même impact que 300 kilos sortis d'un coup. Oui, mais en fait, moi, je prends pas la question dans ce sens. Je prends la question de si je le garde 3 ans, donc j'ai mes 300 sur 3 ans, mais de toute façon, j'ai besoin d'un PC sur 6 ans. Donc, j'ai les premières 3 ans, j'ai utilisé mon ordi. Après, c'est la fin de vie, je le sors. Et après, j'achète un autre, ce qui fait qu'au bout de 6 ans, j'ai 600 kilos. Donc, j'ai quand même économisé. Après, c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire que je repousse. En fait, le fait d'allonger la durée de vie d'un équipement, je ne vais pas réduire son impact sur sa vie totale, mais je vais juste repousser. Tu vois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repoussé de 3 ans l'extraction pour avoir un autre ordi. Un nouvel ordinateur. Donc, et ça permet de ralentir le rythme de l'épuisement des ressources. Parce que, on peut pas arrêter on peut pas arrêter le progrès. On peut pas dire un PC ça pollue. Du coup demain tout le monde passe au papier. Alors je suis pas sûre que ce soit c'est un autre débat. Mais quoique le papier est extrêmement bien recyclé. Oui, mais combien de fois? Et quand on a une rame de papier, elle se vide plus rapidement qu'un ordi. Mais voilà, aujourd'hui, je ne saurais pas faire on va dire la comparaison exacte, mais on ne va pas dire du jour au lendemain on va arrêter les ordis. Non. En fait, l'idée, c'est de continuer à progresser, de continuer à innover, mais en respectant le rythme de renouvellement des ressources naturelles. Si on arrive à faire ça, ce serait génial. Aujourd'hui, on est loin. On en est loin, effectivement. Oui, c'est ce principe de sobriété, en fait. C'est qu'on ne dit pas qu'il ne faut plus rien faire, il faut juste être raisonnable. C'est ça, de la sobriété et de ne pas être démesuré. Du coup, si je reviens sur ce principe de compensation et de manière plus globale aussi, cette notion de mesure. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vois encore des gens dans les commentaires sur les vidéos TikTok que je peux voir, il y a encore des gens qui sont strictement opposés à la voiture électrique. Ou peut-être même aux panneaux solaires. Et c'est un peu tout le temps les mêmes arguments qu'on voit passer, qui disent qu'en fait, quand on prend tout en compte, la création de la batterie, ça consomme beaucoup de ressources aussi, que son recyclage n'est pas possible. Enfin bref, tu vois, ils ont tout un tas d'arguments qui sont un peu tout le temps les mêmes, qui ont été débunkés déjà suffisamment de fois pour expliquer que... mais en fait, il y a quand même un truc qui revient souvent, c'est ce que j'évoquais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est se dire, dans ce concept de sac à dos écologique, comment est-ce que... Tu vois, qu'est-ce qu'on mesure en fait? Qu'est-ce qu'on met dedans? Tu vois, si on prend cet exemple de ce collaborateur ou cette collaboratrice à qui tu donnes un nouvel ordinateur, peut-être qu'il va plus télétravailler, donc prendre moins la voiture pour venir au bureau, donc réduire son impact. Est-ce que du coup, ça, tu peux le prendre en compte dans le sac à dos écologique en te disant ça permet de faire des économies de l'autre côté? Enfin, tu vois, Alors, c'est difficile de quantifier ça aussi. Il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Il y a une étude qui a été faite pour savoir est-ce que le télétravail permet, c'est-à-dire l'économie de trajet, aller-retour bureau et travailler via Internet, à distance, est-ce que ça permet vraiment d'avoir des économies? Et en fait, cette étude, elle a montré un phénomène assez intéressant qu'on appelle l'effet rebond. Et en fait, sur une population large, un peu partout dans le monde, ils ont remarqué que les personnes qui font du télétravail, au final, ils prennent plus la voiture parce que même pour les petits trajets, et du coup, le gain qu'on avait espéré en faisant du télétravail,
et ben, au final, on le perd en faisant des petits trajets en voiture parce qu'entre midi et 2, je suis à la maison, donc je prends ma voiture rapidement pour aller faire les courses et je reviens. Et après le week-end, comme j'ai pas vu beaucoup de monde, j'ai ce besoin de socialisation, ben, je vais prendre ma voiture pour aller voir mes copains en Normandie, voilà. Et du coup, on n'arrivait pas forcément à avoir... Enfin, l'effet rebond, on l'a toujours. Enfin, et on l'a aussi, enfin, un autre exemple, quand on se dit, bah, on va digitaliser, je sais pas, les factures. Allez, on va digitaliser, ça fait des économies. Mais après, rien n'empêche que les personnes puissent imprimer ces factures une fois, deux fois et même plusieurs fois parce qu'ils savent que c'est facile en cliquant sur le bouton. Et donc, il y a toujours cet effet rebond. Et c'est ça qui rend difficile, en fait, la mesure. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est difficile de mesurer avec exactitude tout ce qu'on fait. Et après, il y a une autre problématique du télétravail, c'est que généralement, dans les bureaux, on optimise aussi le chauffage. On est nombreux à utiliser les mêmes sources de chauffage et de lumière. Si chacun est chez lui, après, en fonction de l'efficacité énergétique. Donc, c'est difficile de se dire, quand on fait du télétravail, forcément, on va gagner. Donc, voilà, là, ça reste mon avis. Avec tout ce que j'ai lu sur le sujet, je pense que c'est difficile à affirmer cela. Ce qui est presque déprimant, en fait, parce que ce que tu nous dis, en fait, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, si on économise quelque part, on dépensera plus de l'autre côté, et qu'en fait, est-ce qu'on arrivera un jour à un concept de sobriété ou de responsabilité ? Oui. Alors, il y a des petites choses qu'on peut faire pour améliorer notre empreinte carbone. Et j'y reviens, je pense que j'en ai beaucoup parlé, c'est l'allongement de durée de vie. Alors pourquoi l'allongement de durée de vie, c'est une vraie action quand on parle du numérique responsable ? Alors, sais-tu, Bruno, combien en termes de CO2 émet le numérique ? Je ne sais pas si tu as une ordre d'idée, en pourcentage, c'est combien à peu près ? Alors attends, j'ai vu passer un truc il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est pas genre grosso modo 10 ou 15% des... Ça, c'est l'énergie, c'est 4%. 4%. 4%, c'est la part qu'émet le numérique. Enfin, en moyenne, en France, on est aux alentours de 2,5. C'est 4% des émissions mondiales de CO2 proviennent du numérique. Et en fait, sur ces 4%, les 2 tiers, plus ou moins, je donne des ordres de grandeur, les 2 tiers proviennent de la fabrication. D'accord. Et donc, si on veut avoir un impact significatif, on agit sur la réduction de fréquence de fabrication. Et donc, ça passe par l'allongement de durée de vie des équipements. Et ça, c'est vraiment une vraie action, et c'est ce qu'on essaye de pousser avec tous les référents Green IT des pôles. On essaye de pousser cette action. C'est la bonne action qui va nous permettre en fait, d'avoir des économies de CO2 assez rapidement. Ouais. J'entends, tu vois, sur les ordinateurs, les télés, les téléphones, on a une certaine habitude de ces appareils-là, et du coup, on sait que on peut voir qu'effectivement, il y a un taux de remplacement qui est d'environ 3 ans, et on sait qu'on peut le pousser à 6 ans, parce qu'un ordi qui a 6 ans, si on a acheté une machine correcte jour 1, elle peut tenir 6 ans sans problème. Ça, je l'entends. Mais tu vois, j'ai vu un truc passer il n'y a pas très longtemps qui m'a fait réfléchir. C'était un journaliste qui parlait de l'Apple Vision Pro. Mine de rien, c'est un nouvel appareil, en fait. On n'est pas à l'abri que ce soit un appareil qui remporte un vrai succès auprès des gens, et que ce soit du coup une nouvelle catégorie qui s'ajoute. Tu vois, tu l'évoquais tout à l'heure, que le nombre de ventes de smartphones entre 2007 et 2015 a fait tu me dis combien, fois 10, je crois, fois 15 jusqu'à 2023. Ce qui est normal, parce qu'en 2007, c'était la sortie de l'iPhone, et en fait, c'est un marché qui n'existait quasiment pas avant. Et puis en fait, d'un coup, tu as un device qui explose. Tu vois, comment est-ce qu'on peut réussir à garder cette approche de sobriété et de raison quand tu as un nouveau truc qui apparaît que personne ne connaît, et que du coup, l'Apple Vision Pro, la version 1, il se peut que, vu que ce sera que la version 1, la version 2, en fait, soit drastiquement meilleure, et que du coup, nécessite un remplacement plus important, alors que tu compares l'iPhone 12 et l'iPhone 13, on peut se passer de la mise à jour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Tu vois, j'entends ce que je suis vraiment pas en train de dire qu'il faut arrêter le progrès. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on continue à avancer et à progresser en tant que société.
Mais tu vois, on continue quand même à sortir des trucs qu'on connaît pas, qu'on trouve géniaux. On se dit, ouais, c'est cool, machin. Mais en fait, c'est des nouveaux cycles de rafraîchissement d'appareils qui vont arriver, quoi. Oui, alors c'est triste, hein, mais j'ai envie de dire c'est comme ça. Après, l'avantage, faut quand même voir qu'il y a aussi, qu'il y a une prise de conscience du côté de ces producteurs, parce que si on reste sur l'exemple des iPhones, entre l'iPhone 13 et 14, il y a une amélioration du coût CO2. C'est pas un grand écart, mais il y a une réduction. Voilà. Donc, il y a une amélioration. Les producteurs prennent en compte ce qu'on appelle de la matière première secondaire, c'est-à-dire issue du recyclage, par exemple, de l'aluminium recyclé, parce que c'est le plus facile à intégrer. Donc, il y a une amélioration du coût CO2 de ces équipements. Il y a aussi une prise de conscience générale. Il y a l'État qui fait aussi son travail. Donc, il y a la loi RIN qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui, entre autres, pousse les écoles, les universitaires à intégrer des sujets numériques responsables. Donc, il y a une prise de conscience globale et je pense que ça aide aussi. Alors, ça va prendre du temps, certes, mais je pense, en restant optimiste et positive, et d'ailleurs positive, c'est le nom du programme numérique responsable qu'on a donné au groupe, nom du programme de Vinci. Mais j'aimerais bien en fait, j'aimerais bien y croire en fait, en disant que voilà, ça va dans le bon sens. Tout à l'heure, comme je t'ai dit, on va pas arrêter le progrès, on va pas retourner en arrière, mais on va juste essayer de respecter le rythme de renouvellement des ressources. Et alors, certains de nos collaborateurs sont assez conscients de ça et je suis contente parce qu'en fait, le travail au final qu'on fait paye. Et quand on a quelque chose, elle dit alors Marie, est-ce que tu as une idée du coût CO2 est-ce que tu penses que si je fais ça, j'ai un impact mieux que si je fais autrement et je trouve qu'on dire que ça prend. Et pas qu'au niveau de Vinci, parce que j'échange aussi avec les responsables de Green IT, d'autres grands groupes, et on est dans la même démarche. Donc, il y a une prise de conscience globale. Alors, je ne pense pas que ça va aller à l'encontre de s'acheter un équipement qui permet de répondre à un nouveau besoin, mais de réfléchir, par exemple, quand on va acheter un smartphone aujourd'hui, on a l'obligation d'afficher un indice de réparabilité, par exemple. Donc, ça permet de dire, si je l'achète, il tombe en panne, quelle est la probabilité pour que je puisse le réparer. Donc ça, c'est quelque chose qui s'affiche aujourd'hui quand on va chez Apple ou chez la Fnac. Quand on a un téléphone, on a une petite notice qui nous dit voilà l'indice de réparabilité. En fait, il faut parler de ces choses-là, il faut informer le citoyen pour que quand il va acheter, qu'il ait ces petits réflexes parce que ça aide aussi à pousser le sujet. Ouais. On a beaucoup parlé de l'aspect environnemental, mais dans ces politiques RSE, au final, il y a aussi tout un volet social ou sociétal qui est aussi important, qui couvre beaucoup d'aspects. Dans quelle mesure est-ce que ça, aujourd'hui, ces sujets-là, que ce soit de l'accessibilité, que ce soit de l'inclusivité, que ce soit de la représentativité, est-ce que ce sont des sujets qui sont aussi couverts par ton périmètre aujourd'hui ? Oui. Alors, en fait, le programme numérique responsable, donc, qui s'appelle Positive, a 3 grands objectifs. Le premier objectif, tu t'en doutes, c'est l'économie circulaire. Donc, c'est ce dont on a parlé, l'allongement de durée de vie, le reconditionné, etc. Donc, comment on va travailler pour favoriser cette économie circulaire ? Et puis, le deuxième objectif, c'est d'encourager la sobriété numérique. Donc, comment je me pose la question, avant d'aller vers n'importe quelle technologie, est-ce que ça va m'apporter, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est juste pour la tester parce que c'est un effet de mode ? Et donc, de se poser ces questions-là. Et donc, les 2 premiers objectifs sont des objectifs environnementaux et le troisième, c'est un objectif social. C'est comment je fais du numérique un outil inclusif et socialement responsable. Et donc, dans cet objectif-là, on travaille essentiellement sur l'accessibilité de nos outils, en fait, de tout ce qu'on produit. Et pareil, on fait des masterclass pour montrer aux collaborateurs
quand on crée un document, comment s'assurer qu'une personne, que toute personne, quelles que soient ses singularités physiques et psychiques, puisse accéder à ce document. Après, nous, on a des outils qui sont intégrés. Alors, elles ne sont pas connues par tout le monde, mais en cliquant sur un petit bouton, on peut dire attention, il n'y a pas assez de contraste. Une personne qui a des problèmes de vue, par exemple, elle ne va pas bien lire le texte. Donc faites attention, augmentez le contraste, etc. Et puis on a des recommandations. Donc on montre ça à nos collaborateurs. Et voilà, ça permet de produire du contenu en interne qui soit accessible à tout le monde. Après, on fait aussi des sessions pour sensibiliser au handicap de manière générale et de montrer en fait comment nous, en tant que collaborateurs, on peut aider à aussi sensibiliser les autres, à être un ambassadeur et à diffuser toute la connaissance autour de l'accessibilité. Ouais. J'ai quand même l'impression que l'accessibilité, c'est encore un sujet qui est trop peu considéré dans le monde de la tech. J'ai vu passer un chiffre il n'y a pas très longtemps qui disait que 97% des sites web ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors on parle des handicaps visuels, mais pas que. Il y a aussi des handicaps moteurs où si tu n'utilises pas une souris et un clavier, tu te retrouves sur des sites sur lesquels tu peux pas naviguer. Est-ce que du coup chez Vinci cette sensibilisation et cette formation, est-ce que tu as senti que vous partiez de 0-0 ? Non. Où il y avait déjà une culture, quelque chose ? Non, il y avait déjà une culture en fait, notamment sur l'accessibilité. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé de ce que nous produisons pour que ce soit accessible pour nous en interne, mais il y a aussi l'accessibilité de nos sites et de nos outils, que ce soit dédié pour l'interne, c'est-à-dire là, c'est plutôt les sites élaborés par les métiers ou par les DSI, les intranets, les sites internet. Nous avons une politique sur la conformité pour avoir en fait des interfaces qui soient accessibles. Ça, c'est quelque chose qui a été bien avancé. Quand je suis arrivée, c'était déjà mis en place et je pense que on a des bons scores d'accessibilité sur nos sites. Ok. Et du coup, pour toi, il y a quand même encore du travail à faire ou c'est juste du maintien en... Oui, c'est du maintien. Okay. C'est du maintien et on essaie... Après, c'est des scores et on essaie à chaque fois d'améliorer nos scores d'accessibilité, oui. Et du coup, au-delà de l'accessibilité, sur ces missions sociales, est-ce qu'il y a d'autres projets au sein du groupe Vinci, peut-être sur donner accès à ce genre de moyens ou de savoir à des gens qui ne sont pas forcément dans des environnements où ils ont naturellement accès ou ce genre de choses ? Alors, on travaille beaucoup sur l'accessibilité, essentiellement pour ce que j'ai évoqué en premier. Et on a quelques sujets qui émergent, qui vont au-delà des aspects, on va dire, structurels d'un document. Et ça va plutôt sur le fond d'un document. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le FALC, le facile à lire et à comprendre. Alors, ce n'est pas forcément une norme, mais il y a une tendance. Je pense qu'à terme, ça va se normaliser. Mais c'est important, quand on rédige un contenu, que les personnes qui sont dans des situations de handicap psychique puissent comprendre en fait ce contenu. Alors ça, c'est pas forcément un projet sur lequel on a commencé à travailler, mais c'est des sujets qui nous intéressent et qu'on aimerait bien aussi déployer. Oui, soit pour des personnes, par exemple, dyslexiques qui auraient du mal à lire un document, aussi bien que pour des personnes qui auraient du mal à comprendre un jargon d'énarque, par exemple, un peu trop alambiqué, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, je vois l'idée. Attends, j'avais une question, mais qui m'est sortie de la tête. Ah oui, t'en as parlé un petit peu aussi à un moment, mais j'ai dû voir si on peut creuser ce sujet-là. Quand on parlait de cette notion de comptage ou de prise en compte des impacts, et effectivement, quand tu prends un téléphone ou une tablette, un ordinateur, entre guillemets, c'est facile de mesurer l'impact que ça a parce que on sait comment on fabrique un processeur, une batterie ou ce genre de choses. Mais il y a effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles ça peut être plus ou moins difficile. Par exemple, quand tu choisis un logiciel ou une solution SaaS que tu vas implémenter, ou même que tu fais un choix de prestataire, il y a des choses qui sont quasiment inquantifiables en fait, sur l'impact que ça a. Dans quelle mesure, aujourd'hui, est-ce qu'on peut réussir à avoir des
des règles qu'on peut imposer, par exemple, à nos prestataires, que ce soit des prestations intellectuelles ou des gens qui vont nous fournir du logiciel, pour maintenir un certain niveau de responsabilité et de sobriété. Alors, on pose quelques questions déjà. Moi, je travaille beaucoup avec nos achats IT, donc, qui avancent beaucoup sur ces sujets RSE et qui ont, avant mon arrivée, ont déjà challengé nos partenaires sur ces critères RSE donc dans les appels d'offres, donc avec des producteurs, donc des grands producteurs en fait. Et c'est un sujet qui a beaucoup avancé, je trouve. Et alors, on fait confiance aussi au footprint product que les fournisseurs nous communiquent, parce qu'on ne sait pas... Enfin voilà, on n'a pas l'information pour évaluer un smartphone si c'est 60 kilos ou 200 kilos. Mais voilà, on se fie à ça. Et ça, les producteurs, les fabricants savent très bien le faire. Quand on est sur des sujets plutôt software, et ben, ils ne savent pas trop nous répondre, ils ne savent pas trop quantifier, et donc on est dans le flou total sur les sujets CO2. Sur les sujets plutôt sociaux, donc on a un questionnaire RSE pour savoir, pour éviter ce qu'on appelle les esclaves du clic. Donc on s'est posé quelques questions, mais on n'est pas encore parfait. Et d'ailleurs, avec les acheteurs, on travaille pour améliorer ces aspects-là, pour pouvoir poser les bonnes questions lors des appels d'offres sur les logiciels et les prestations intellectuelles. C'est un gros chantier, parce qu'on n'a pas de données aujourd'hui qui nous permettent d'évaluer. Alors, on pose des questions, on se base sur le déclaratif. Donc, voilà, on essaye d'avancer comme ça. Ouais. D'accord. Mais donc, du coup, ce que j'entends, c'est que c'est plus facile aujourd'hui sur un choix de prestataire d'évaluer son impact social. Avec est-ce qu'il a des salariés en situation de handicap, par exemple, j'imagine, est-ce qu'il ne reste pas une certaine parité, est-ce une grille des salaires ou ce genre de choses, plus qu'un aspect environnemental, en fait. Oui, après, on pose aussi des questions. Est-ce que les collaborateurs sont sensibilisés mais c'est plus facile, je dirais. C'est pas une question de facilité, c'est plutôt une question d'avoir accès à une information, que l'information existe, alors que sur les aspects CO2, je pense qu'on ne sait pas trop bien les mesurer. Ouais, je vois. Très bien. Écoute, merci beaucoup, en tout cas, Marie, pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Ah oui, moi j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé, celui de Guillaume Pitron, sur les impacts environnementaux du numérique. Ça s'appelle Voyage au bout d'un clic, l'enfer du numérique, Voyage au bout d'un clic, que je trouve très intéressant et qui explique bien ces problématiques-là. D'accord. Alors je le note pour qu'on puisse mettre les références dans la description, bien évidemment. Et pour terminer, la dernière question rituelle, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez écouté sur un appareil qui a plus de 3 ans, peut-être même plus de 6 ans, pour respecter effectivement ces données-là. Pour terminer, j'aimerais faire une mention spéciale pour Mer770, qui a mis un commentaire sur Podcast Addict, pour expliquer qu'en fait le calcul maintenant d'opérations sur le ChatGPT ne se fait plus de manière probabilistique mais de manière réelle. Du coup j'ai testé après avoir vu son commentaire et effectivement je peux le dire, ça a été changé, mais j'avais testé encore il y a quelques mois et c'était toujours pas le cas. Donc voilà, je m'excuse effectivement de cette erreur et merci NER770 pour cette correction. Et sinon, je vous invite vous aussi à mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est ce qui aide aussi beaucoup dans la propagation de ce podcast. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous
Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.